Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de 64 débats. Netflix va-t-il tuer le cinéma? La plateforme de streaming, c'est-à-dire de vidéos à la demande, met près de 83 milliards de dollars sur la table pour acheter Warner Bros, HBO et HBO Max. Rien que ça. Alors rien n'est fait, disons-le, mais une véritable révolution semble bel et bien enclenchée. Quelles conséquences les salles de cinéma vont-elles disparaître progressivement? Avec nous pour en parler, Angélique Delorme, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous avez été présidente de la commission art et d'essai du CNC, le Centre national du cinéma en France et de l'image animée, autrice du livre La bataille des images, exception ou extinction du cinéma français. Voilà qui est clair, c'est aux éditions Flammarion. Je précise que vous êtes actuellement directrice générale déléguée adjointe du musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Et en direct de Los Angeles, Loïc Piala. Bonsoir Loïc, vous êtes journaliste, correspondant pour plusieurs médias français à Los Angeles. Alors Loïc, commençons avec vous. Rappelez-nous les faits. Où en est cette histoire de rachat de Warner Bros par Netflix? Il semble qu'une véritable guerre des enchères soit en cours. Alors, vendredi, c'est le moment où on a appris que Warner avait accepté l'offre de Netflix. L'offre, c'est plus de 80 milliards de dollars, 72 milliards de dollars pour racheter Warner et sa branche cinéma et la chaîne HBO Max, et 10 milliards également pour combler une partie de la dette du groupe. Donc, on s'attendait à ce que ce soit compliqué parce que c'est une grosse fusion. Donc, il va falloir qu'on ait validation de la part des autorités américaines sur le plan du risque de monopole ou pas. Mais lundi, Paramount, qui avait été un des rivales éconduits de Warner, a décidé qu'il allait mener une OPA hostile, en fait, en contactant directement les actionnaires en leur proposant plus d'argent que ce que proposait Netflix. Une surenchère. Voilà, et à cette question d'éventuel monopole qui serait bloqué par les autorités à Washington, s'ajoute maintenant une contre-offre du rival de Netflix, Paramount. Il faut le rappeler, c'est un studio historique également qui vient d'être racheté par la famille Ellison, l'une des plus riches des États-Unis, une famille proche de Donald Trump également. Et donc, on est maintenant dans une position d'attente. Est-ce que les actionnaires de Warner vont accepter ce que propose Paramount? Est-ce que les autorités à Washington vont se prononcer pour un candidat ou l'autre? Donc, il y a une espèce de période d'attente et ça va sans doute prendre des semaines pour une opération de cette taille-là, évidemment. Restez avec nous, Loïc Piala. Paramount, en effet, qui voudrait mettre sur la table 130 milliards. C'est le PDG du conglomérat des médias, David Zaslav, qui voudrait mettre 130 milliards. C'est bien ça, Paramount, qui veut mettre 130 milliards pour racheter Warner Bros. Angélique Delorme, le cinéma est-il en danger? Netflix va-t-il tuer le 7e art? Alors, il faut toujours avoir de la nuance. Pour l'instant, Netflix ne va pas tuer le 7e art, mais effectivement, il peut le tuer. Un des aspects fondateurs de l'écosystème, c'est la salle. Le PDG de Netflix, Ted Sarandos, a toujours dit que la salle, c'était la concurrente directe de sa plateforme. Il a clairement dit. Il l'a déjà dit, bien sûr. Et là encore, on peut se demander, en achetant Warner qui fait énormément d'entrées dans les salles de cinéma, et notamment en France. Cette année, par exemple, on était autour des 15 millions d'entrées en France de films de la Warner. S'ils décident de ne plus les projeter en salle, ou en tout cas de réduire à peau de chagrin leur fenêtre de diffusion en salle pour garder l'exclusivité pour les abonnés, effectivement, ça va tuer la salle de cinéma. Et derrière, des conséquences en chaîne, notamment pour le cinéma français, dont le financement est assis très largement sur la taxe affectée du billet d'entrée. Ça fait longtemps qu'on dit que les plateformes vont tuer le cinéma, mais bon là, ça s'étaye, c'est vrai, mais les plateformes, elles, financent le cinéma français aussi. Bien sûr, les plateformes ont une obligation de financement du cinéma français. C'est quelque chose qui a été acté en 2001, d'abord au niveau européen, puis appliqué au niveau français. Mais le problème, c'est que les plateformes polarisent. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des films incroyables qui ont été produits par Netflix, ça, on ne peut pas le nier. Par exemple, une grande figure comme Martin Scorsese a pu faire son film The Irishman, qu'aucun autre studio n'aurait pu financer. Donc, ils arrivent à financer des films d'ultra prestige, ultra cher. Je pense aussi, par exemple, à une Catherine Bigelow, à un Guillermo del Toro. Mais qui sortent en salle, pour le coup, physiquement. Alors, non, ça ne sort pas en salle. Ils font des sorties techniques pour être aux Oscars, des sorties de 2 semaines, mais ça ne sort pas en salle. Mais de toute façon, ce sont des films qui n'auraient pas été produits sans Netflix, sans cette machine de guerre de la tech. Et donc, c'est même pas comme s'ils venaient cannibaliser d'autres productions. Le problème, c'est la diversité de films d'auteurs qui risquent d'être menacés. Parce que
des plateformes comme Netflix, ils veulent favoriser la nouveauté, la série et l'homogénéité en fait des contenus. Et à partir de ce moment-là, la vitalité du cinéma hollywoodien est véritablement menacée. Ouais. Et derrière, vu les mécanismes de financement, la vitalité aussi du cinéma français. Ouais, il y aura une uniformisation et on va en parler peut-être la fin de l'exception française, ce que l'on ne souhaite pas. On va vous entendre là-dessus. Loïc Piala, comment réagit Hollywood? Un séisme vraiment pour Hollywood? Oui, beaucoup d'inquiétudes, surtout parce que ce soit une fusion entre Netflix et Warner ou même une fusion entre Paramount et Warner, on n'approuve pas dans l'industrie parce que c'est deux studios qui vont fusionner. Ça veut dire moins de travail potentiellement, ça veut dire peut-être des licenciements, ça veut dire que les artistes ont moins de clients à qui proposer des projets. Donc le rapport de force devient plus compliqué avec les studios. Du côté de Warner, du côté de Netflix, effectivement, c'est vraiment la crainte. On a entendu d'ailleurs le syndicat des exploitants de salles se prononcer contre cette fusion. Mais du côté de Paramount, là, le problème devient politique parce que, encore une fois, la famille Ellison est proche de Donald Trump et il y a cette crainte que, en prenant le contrôle de Warner, eh bien, la famille Ellison se retrouve à dominer Hollywood avec une idéologie proche de celle de la Maison-Blanche actuellement. Donc, dans les deux cas, on a le sentiment que c'est entre la peste et le choléra. On préférerait que Warner reste une entité à part. Et c'est vrai que du côté de Netflix, il y a cette inquiétude pour les salles. C'est pas forcément une inquiétude qu'on entend à haute voix, parce que Netflix, on va dire, fait peur. Il telle puissance aujourd'hui de cette plateforme que tout le monde ne s'exprime pas. Un groupe de producteurs a écrit par exemple au Congrès il y a quelques jours pour s'opposer à cette fusion, pour en dénoncer les risques, mais les producteurs n'ont pas signé cette lettre de peur de représailles. Alors le justement, seul qui s'est vraiment exprimé, c'est James Cameron. Parce que lui, c'est le roi du monde, il ne craint pas grand-chose de Netflix, et c'est vraiment le seul à avoir parler avec autant de véhémence du risque pour les salles si jamais Netflix rachète Warner. Et on sent effectivement que c'est une question éminemment sensible. Nous avons contacté de nombreux producteurs, difficile d'en trouver qui voulaient répondre. C'est le cas de Charles Gassot, en tout cas producteur français, qui a accepté de nous répondre. Personne en fait ne veut insulter l'avenir, mais Charles Gassot, lui, a tenu à s'exprimer dans ce dossier brûlant. Écoutez. J'ai l'impression qu'on prend des spectateurs pour des oies qu'on gave. Vous voyez, moi je suis d'une génération où on attendait des films. On attendait le dernier Jaoui, on attendait le dernier Châtillès, on attendait le dernier Sautet. Là on n'attend plus rien, on vous gave chaque semaine de trucs. C'est pas mon truc, moi. Il y avait 10 cinémas qui avaient plusieurs salles. Donc ça représentait une 50aine de salles sur les Champs-Élysées. Là il en reste un. C'est au public de réagir, hein, c'est lui qui décide. Nous on produit, c'est le public qui décide de faire un film. Angélique Delorme, une réaction ? De toute façon, je pense que les inquiétudes, elles sont fondées parce qu'à chaque méga-fusion, il y a un appauvrissement après de la production. Je pense à Disney-Fox, qui est la grosse fusion, la dernière grosse fusion qu'il y a eu aux États-Unis juste avant le Covid. Et déjà, Fox, par exemple, avait Fox Searchlight, qui finançait le cinéma indépendant américain. Et il y a eu une énorme vitalité du cinéma indépendant américain dans les années 90-2000, qui a totalement été tuée avec cette fusion. Parce qu'on a donné la place beaucoup plus aux franchises, aux grosses IP, aux gros blockbusters. Et donc, le cinéma indépendant américain, maintenant, vivote. Il y a des studios comme A24, des réalisateurs comme Sean Baker qui existent encore. Mais au final, très peu de vitalité, de diversité, de typologie de films aux États-Unis. J'aimerais vous demander aussi, on dit que le vrai objectif de Netflix serait la propriété intellectuelle. Par exemple, tout l'univers DC, d'ici le monde imaginaire, dans lequel se passe la plupart des comics, notamment Harry Potter, Games of Thrones. On parle aussi de la révolution de la vidéo générée par l'IA, qui va advenir et qui est peut-être déjà enclenchée. C'est le nerf de la guerre dans ce dossier, c'est la propriété intellectuelle? C'est pas le seul nerf de la guerre, il y en a plusieurs. Il y a la propriété intellectuelle, effectivement, parce que la grande politique ces derniers temps dans le cinéma et dans l'audiovisuel, c'est la politique des IP. Des IP, donc c'est vraiment le mot américain qui est utilisé, mais en gros des grandes franchises. Okay. Et d'ailleurs, HBO, qui appartient donc à Warner, et même sans être absorbé soit par Netflix, soit par Paramount, a déjà un peu développé cette politique. Par exemple, en termes de séries, ils sont partis dans une politique ultra franchisée, et on va faire une série Harry Potter,
et on va faire une série Dune. Donc effectivement, c'est aujourd'hui un peu le nerf de la guerre parce que c'est ça qui fait venir les consommateurs avec ce sentiment d'appartenance. Donc quand je dis consommateur, je veux dire consommateur de plateforme, mais aussi les personnes, les spectateurs de films en salle. Donc il y a cette lutte-là. Mais il y a aussi une autre lutte qui est profondément cognitive. Dans un flot de contenu, on veut les maîtriser, on veut maîtriser les récits, on veut maîtriser les imaginaires. Et c'est là aussi où l'autre volet, non Netflix, mais plus politique, côté Paramount Skydance, est dangereux, parce que là, c'est directement une captation politique des images et donc des éléments très géostratégiques qui sont en jeu. Ouais. Alors j'aimerais tout de même vous montrer quelques chiffres. Depuis qu'ils se sont abonnés à une offre de vidéo à la demande, les Français vont moins au cinéma. En tous les cas, 29% des sondés vont moins au cinéma lorsqu'ils se sont abonnés à une plateforme. 12% n'y vont plus du tout. Alors on parle de Netflix, mais Disney+, Amazon, Prime, HBO comme vous le disiez. Donc c'est une véritable concurrence pour les exploitants. Pourtant, on a parfois du mal à s'y retrouver. Je regardais une étude d'Opinionway en mai 2025. Vous l'avez sans doute vu, 63% des 18-30 ans en France se disent cinéphiles. Pas forcément d'aller au cinéma, mais quand même, 53% vont au moins une fois par mois au cinéma. Plutôt encourageant quand même après le Covid. Des années après. Oui, vous avez présenté des chiffres généraux, puis des chiffres plus donc ciblés jeunes. Et effectivement, tout est dans cette complexité-là. Mais quand même, si on se recentre sur les 18-30 ans, c'est des personnes qui allaient il y a 10-15 ans 6 fois au cinéma par an et qui aujourd'hui n'y vont que 4 fois par an. Et donc au final, ça fait au moins 20 millions d'entrées en moins. Donc on a quand même des effets un peu d'hystérèse dans les usages. Et ce qui est passé par là, c'est pas que les plateformes, c'est le Covid aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et quand on arrête une pratique... Ça a changé les comportements, c'est dur d'y retourner. Totalement changer des comportements. Mais est-ce qu'il ne faut pas baisser les prix des places? Alors tout le monde ne sera pas d'accord, y compris effectivement, mais c'est vrai que ça peut paraître cher, même s'il y a des cartes d'abonnement, même si... C'est un peu un marronnier. Souvent, on critique le prix des places. Quand on regarde le prix moyen d'une place en France, il est à 7 €. Et c'est jamais le prix qui est en fait facteur ou non de consommation. Quand on voit par exemple les musées, ils sont gratuits en France pour les moins de 26 ans, pour les musées nationaux. C'est pas ça qui fait venir des flots de jeunes dans les musées. Donc le prix, je pense pas que ce soit en fait vraiment la variable d'ajustement. Sachant qu'en plus, il y a des idées fausses, notamment sur la place de Paris où il y a des offres très premium, ça ne reflète pas la moyenne nationale. Est-ce qu'on peut dire, Loïc Piala, vous qui êtes à Los Angeles, que Netflix veut en fait produire à coût quasi nul des centaines de films et des séries dérivées des franchises? J'évoquais la question notamment de la propriété. C'est ça aussi l'enjeu pour ces plateformes? C'est en partie cela, c'est aussi quand vous rachetez le catalogue Warner, c'est des licences que vous n'avez pas à payer derrière, donc il y a aussi une économie puisque justement les films vous appartiennent déjà, mais il y a, et c'est vrai que votre invité le soulevait, il y a aussi un vrai amour du cinéma chez Netflix. Ted Sarandos, le patron de la plateforme, c'est un vrai connaisseur, un vrai amoureux, c'est aussi un négociateur très, très difficile, hein. Il a un côté tueur, mais c'est grâce à lui qu'on a vu un film comme Roma, par exemple, qui n'aurait jamais été produit en tout cas avec un tel budget, par un studio traditionnel. Donc il y a quand même la volonté de produire, mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment de flux parce que les abonnés, il faut les satisfaire, parce que s'ils n'ont pas des nouveautés toutes les semaines, ils vont aller voir ailleurs ou se désabonner. Je crois qu'on était sur des chiffres de 80 films qui sortaient par an pour Netflix, ce qui veut dire que parfois on produit sans forcément prêter très attention aux détails. Et donc, c'est aussi un peu ce qui est craint de la part des créateurs ici, même si du côté d'Hollywood, on a tendance malheureusement à produire beaucoup de gros films pas forcément intéressants. Alors justement, sur cette question, est-ce le début de la fin de l'exception française? Alors là, les plateformes auraient bon dos, parce qu'elle est menacée depuis bien longtemps. On voit poindre un ultralibéralisme. Le cinéma serait une marchandise comme une autre. Il y a des signaux d'alerte graves? Bien sûr. Alors nous, il faut rappeler quand même, on a la chance d'avoir un cinéma d'exception, que le monde nous envie. De nombreuses salles. De nombreuses salles. On a un maillage territorial incroyable. 2000 salles, 6000 écrans. Unique au monde? C'est le premier au monde? C'est unique au monde. C'est le premier maillage au monde. Et chacun est à 30 minutes d'une salle de cinéma. Donc effectivement, nous, on est quand même dans cette bataille mondiale pour la lutte dans le cinéma. On tient la corde. Surtout par rapport à notre poids économique, politique, général. Vraiment, on est une nation du cinéma. On est reconnu par le monde entier pour le Festival de Cannes, pour être la nation qui a inventé le cinéma. Mais bien sûr qu'il y a des vrais dangers. Parce que le système centré sur le financement par la salle, donc par les taxes sur les entrées en salle, il peut être directement menacé par une plateformisation et par une captation, en fait, une cannibalisation par la Silicon Valley avec leur propre logique
algorithmique qui est totalement orthogonale avec notre vision beaucoup plus artistique du cinéma. Ouais. Merci beaucoup Angélique Delorme. Je signale aussi d'ailleurs que pour certains observateurs, l'avenir le dira, mais c'est une opération, si elle se concrétise, qui pourrait être une réussite à court terme, mais avec l'avènement de l'IA, pas forcément parce que l'enjeu ce sera de posséder les vieilles franchises. Enfin en tout cas ça importera beaucoup moins que la capacité à générer très vite du nouveau contenu. On verra effectivement ce qu'il en est ces prochains mois, ces prochaines années. Merci beaucoup donc Angélique Delorme. Merci à vous Loïc Piala d'avoir été avec nous en direct de Los Angeles pour nous permettre d'y voir plus clair sur un dossier qui n'est pas forcément facile, même quand on aime beaucoup le cinéma.